Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Sira Food Forum, Sira Lyon. Bonjour à ceux qui sont présents, bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. On va parler de l'avenir de la restauration. Rien que ça, comment on sent ce qui va coller, une tendance, est-ce qu'on la dessine, est-ce qu'on la choisit quand on crée un lieu, quand on est chef d'entreprise, restaurateur? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles à réinventer en termes de business, des nouvelles tendances à dessiner? Ça fait beaucoup de questions, mais l'homme qui va me rejoindre va sûrement pouvoir y répondre. C'est le PDG de MoMA Group. MoMA Group, pour vous situer, c'est un acteur, on va dire, considérable dans le secteur de la restauration. C'est plus de 30 adresses, 22 restaurants, la plupart à Paris, mais pas seulement. C'est 1400 collaborateurs. Bon, il devrait savoir répondre à nos questions. Je vous demande donc d'accueillir Benjamin Patou. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup de questions. L'avenir de la restauration, c'est un vaste sujet. Peut-être pour démarrer, si vous deviez vous présenter ou plutôt raconter ce que vous faites, décrire votre métier, vous diriez quoi? Quand j'essaie d'expliquer effectivement à mes enfants ce que je fais comme métier, tout simplement, le métier c'est maintenant dans la restauration, c'est le métier de l'hospitalité, de la réception en fait, et de manière un petit peu plus poétique et un petit peu plus, un peu moins terre à terre, je dirais que mon métier c'est le plus beau métier du monde, c'est celui de donner du plaisir aux gens. Voilà. Je pense que profondément, je le considère presque comme une mission. Voilà, c'est-à-dire que nos métiers, je pense, de l'hospitalité, le dénominateur commun et le moteur numéro un, c'est l'envie de donner du plaisir aux gens. J'ai lu cette phrase, je ne sais pas si elle est de vous, mais on parle effectivement d'hospitalité comme un art de recevoir, un privilège qui demande un engagement sincère, un souci du détail permanent et un solide esprit d'équipe. C'est marrant cette idée que recevoir est un privilège. C'est pas commun, c'est pas une évidence pour tout le monde, j'imagine. C'est une belle définition. Oui, c'est un privilège. Moi, je dis toujours que pour faire nos métiers qui sont des métiers qui sont en réalité si beaux mais si durs, parce que c'est des horaires très compliqués, c'est des exercices de vie, des contraintes, des sacrifices pour tout le monde, pour l'entrepreneur, pour le restaurateur, mais pour nos collaborateurs également, les cuisiniers, les gens en salle. On le sait, il y a 200 000 emplois qui manquent dans la restauration. On a du mal à recruter, c'est pas étonnant, parce que c'est un métier qui est très dur. Mais pour pouvoir faire ce métier, je pense que, ma profonde conviction, c'est qu'il faut deux choses. Un, il faut, c'est évident ce que je vais dire, mais quand même, il faut aimer ce job. Et deuxièmement, il faut aimer les autres. Voilà. Et profondément, que si on n'a pas d'amour pour les autres, en fait, on ne peut pas bien faire ce métier, on ne peut pas le faire sur la distance. On peut pas vouloir se mettre à la place de nos clients, et donc on ne peut pas vivre ça comme un privilège. Voilà. Ça, c'est les qualités qu'il faut avoir, c'est le côté humain de ce métier-là. Il y a un théâtre, et ça, dans lequel ces valeurs prennent lieu, le restaurant, le lieu. Je le disais pour vous présenter, vous en avez créé quelques-uns. Aujourd'hui, MoMA Group, c'est pas mal d'adresses. 22 restaurants 26 maintenant, oui. 26, bon. 26 restaurants avec des identités très marquées. Comment vous envisagez les lieux? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment, quand vous arrivez dans un endroit, vous pensez le projet? C'est une bonne question. Je dirais qu'en fait, comme toute entreprise, comme tout projet entrepreneurial, on part toujours d'un manque, d'une problématique de marché. Voilà, je pense que quand Google s'est créé, ou quand Elon Musk a créé Tesla, ça part toujours à un moment donné d'un manque. L'inspiration et la création de concepts de restauration, moi j'essaie d'appréhender de la même manière. Voilà, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où vous êtes, dans la ville dans laquelle vous êtes, vous regardez un petit peu l'offre, vous regardez tout ce qui se passe, et là vous pouvez dire, tiens, quelle est l'histoire que je dois raconter pour intéresser les gens et intéresser les clients. Oui, mais il y a un ADN dans les adresses, même si elles sont toutes très différentes et très marquées. Il y a un ADN, il y a des valeurs qui sont communes à tous les restaurants de votre groupe.
j'imagine. L'ADN, c'est surtout, oui, un ADN, et il y a surtout entre guillemets, une recette qu'on essaie d'appliquer depuis le début à chaque création. La recette, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est nous, on a la particularité d'être un groupe qui profondément axons tout sur la gastronomie et sur l'exigence culinaire. Je dis ça, mais en fait, on est assez singulier, on est assez isolé même dans cette démarche. Et, tant et si bien que notre spécialité, en fait, c'est de travailler et de s'associer avec des chefs, des grands chefs, parfois des immenses chefs, des énormes stars, parfois des chefs plus jeunes, moins connus, à qui on va donner leur chance. Mais on part vraiment de la gastronomie, ça c'est le pilier numéro 1. Le pilier numéro 2, c'est le lieu, le décor, le cadre, l'architecture. Donc, on fait appel à des designers et des architectes d'intérieur. On a cette petite particularité et cette petite fierté, si je puis dire, d'avoir fait appel, d'avoir lancé des architectes d'intérieur qui n'étaient pas du tout connus, à qui on a donné l'opportunité de démarrer et qui sont devenus par la suite des très très grandes références et des immenses stars comme Laura Gonzalez, Sarah Lavoine, Alexis Mabi maintenant, Dorothée Delay avec qui on a fait Mimosa. Parce qu'ils sont spectaculaires, ces lieux quand même. Pour eux, c'est une vitrine. Vous parlez de Mimosa, mais Manco, Forest, c'est aussi des Victoria. Même La Pérouse qui fait partie du groupe, qui n'est pas un lieu que vous avez inventé, forcément, mais qui a un univers marqué. Il y a vraiment cette envie d'avoir à chaque fois, dans chaque adresse, un univers remarquable. C'est assez spectaculaire. Toutes ces, C'est effectivement, c'est la recette, c'est le chemin, la voie qu'on a emprunté pour essayer de faire notre trou en fait dans ce milieu très très concurrentiel de la restauration, parce que moi je ne suis ni Aveyronais, ni Auvergnat, ni fils de restaurateur. Donc quand on arrive comme ça avec cette ambition de créer quelque chose et que personne ne vous attend par définition, effectivement il faut trouver une idée, il faut trouver une identité, il faut trouver une sorte de touch, si je peux dire. Et c'est celle qu'on a empruntée. Et le troisième pilier, qui est extrêmement important dans notre vision, de notre conception de l'art de recevoir et de l'hospitalité, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. C'est comment créer l'ambiance et l'atmosphère. Parce que, grosso modo, je dis toujours, en étant un petit peu provocateur, que c'est facile de faire un restaurant où on mange très bien. C'est facile de voir un restaurant qui est très beau. Il suffit de payer un grand chef et puis de payer un grand décorateur, de mettre beaucoup de moyens. Et là, vous allez avoir un restaurant, vous allez bien manger et vous allez être dans un beau cadre. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Voilà. C'est très différent de bien manger que de passer un bon moment. Mais alors, quand on lit des très très différent. Voilà. Et ça, c'est vraiment la petite spécialité de MoMA. Mais ça, c'est d'essayer de créer les conditions de la magie, de l'alchimie, pour que nos clients, au-delà de bien manger, qui est, je dirais, la condition nécessaire, mais pas suffisante ou plus suffisante. Voilà, notre promesse finalement, c'est de leur garantir qu'en venant chez nous, ils vont passer un bon moment. Et donc, ils vont avoir envie de revenir, qui est le challenge numéro 1 de tous les restaurateurs et tous les restaurants dans le monde. C'est pas de faire venir le client, c'est de le faire revenir. Ça, c'est, je vous couper parce que ça vous ressemble. Quand on lit des articles sur vous, les premières choses qui sortent tout le temps, c'est cette faculté à recevoir, à créer une ambiance, à mettre les gens à l'aise et à créer des moments, à donner envie aux gens de revenir tout le temps. On parle tout le temps, dès qu'on lit un article sur vous, c'est ça qui ressort. Cette capacité à créer une ambiance. C'est quoi la recette, la vôtre? Parce que pour le coup, ça a l'air de vous correspondre personnellement. Ben ça, c'est presque la chose la plus difficile à expliquer, à décrire. Et c'est une multitude de petits facteurs, de petits savoir-faire, de petits détails. Ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, c'est clair, parce que comme c'est une alchimie et que c'est une magie, et que moi je dis toujours que derrière un succès, quel qu'il soit d'ailleurs, dans n'importe quel secteur, le cinéma, la musique, derrière un succès, il y a toujours un petit miracle. C'est toujours un moment qu'on n'arrive pas à expliquer. Pourquoi Intouchable fait 20 millions d'entrées, par exemple,
Bon, c'est un très bon film, mais bon, pourquoi ça fait 4 fois 10 fois ce que ça aurait dû faire? À un moment donné, il y a une rencontre entre le public, entre l'œuvre, il y a un moment, et le petit miracle opère en fait. Et à chaque fois qu'on ouvre un restaurant, moi j'ai le trac, parce que voilà, on essaie de réunir tous les ingrédients, mais évidemment après c'est le public qui décide, c'est la vérité du client. Et ça, vous le mesurez à l'ambiance. Et la grande différence avec des métiers, notamment du cinéma ou de la musique ou d'autres métiers de création artistique, c'est que nous, et c'est une chance qu'on a dans la restauration, c'est qu'on a une deuxième chance. Une fois que le film il est fini, vous le lancez, bon, là, s'il n'a pas marché, au bout de 3 semaines, vous êtes sorti des salles, merci, au revoir. Alors que dans notre métier, on peut toujours, tous les jours, changer, fine-tuner, rajouter quelque chose, une lumière, changer une musique, changer le discours du personnel, modifier la carte. Et puis, on n'achève jamais, en fait, un restaurant. Picasso disait achever un tableau, c'est l'achever. Et ben moi, je reprendrais bien cette belle formule à notre compte, nous, gens de la restauration. Alors, c'est une œuvre vivante, en fait. Un restaurant, c'est une œuvre c'est une œuvre vivante, voilà, qui grandit, qui évolue chaque jour et à qui il faut prendre soin. Et donc, on a cette opportunité de pouvoir constamment se remettre en question. Dans ce travail de construction, évidemment, il y a la cuisine, vous en parliez, le premier pilier, la gastronomie, les chefs. Il y a des chefs qui ne sont pas connus, il y a des stars aussi qui travaillent dans votre groupe. On pense à Jean-François Piège, par exemple, mais il y a des jeunes talents comme Julien Sebag. Comment ça s'articule votre travail avec eux? Comment, une fois qu'on a défini le lieu, une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on sait à peu près le message qu'on va faire passer, comment on travaille avec des chefs qui ont une identité différente et singulière? Parce qu'ils ont des identités bien à eux. C'est une bonne question. Déjà, souvent, moi, quand je discute avec des confrères, souvent ils disent de manière un petit peu provocatrice comme ça, ils disent oh là là, c'est une tannée de travailler avec des chefs, ils sont compliqués, ils ont beaucoup d'ego. Mais moi, Mais c'est faux. Non, c'est certainement vrai, mais qu'ils ont de l'ego. Mais moi, je le dis très modestement, moi j'ai une passion pour les chefs en fait. J'ai une passion pour les grands cuisiniers, j'ai une passion pour les artistes en règle générale. Et pour moi, les chefs sont des artistes. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir travailler avec eux, il faut prendre en considération voilà, leur caractère, leur état d'âme, leurs angoisses, leurs doutes. C'est eux qui mettent leur nom finalement sur la façade, c'est eux qui sont garants, et c'est eux qui sont connus du public, c'est pas moi. Donc, il faut être profondément dans le respect et dans l'empathie avec ces chefs. Et il faut aimer les chefs, c'est ce que je disais en fait en introduction, c'est un peu la même logique. Voilà, donc moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec les chefs. Et je dirais même plus, je suis presque incapable de faire un restaurant sans un créateur, un génie, à l'idée, à l'initiative, au départ de l'offre de gastronomie. Comment vous les rencontrez? J'ai beaucoup de confrères qui sont des groupes merveilleux, qui sont très forts et qui sont très puissants, qui marchent très bien, mais qui ont une approche, une philosophie qui est radicalement différente. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent, sur le souci de la rationalisation, de la productivité, de tout, ils veulent normer les choses, avoir des cartes qui finalement se ressemblent un peu les unes avec les autres. Voilà, mais ils ont peut-être raison d'un point de vue business, mais nous, encore une fois, on a emprunté un chemin différent. Voilà, on a emprunté une voie différente. Comment ça marche ces rencontres? Comment ils arrivent sur votre chemin, ces chefs? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme pas de coup de cœur, mais de respect mutuel, d'estime qui est à l'origine de chaque histoire entre vous. Il y a une proximité forcément avec eux dans ce que vous nous dites. Écoutez, ça marche de la plus simple des manières. En fait, c'est dans les valeurs de MoMA Group, dans le livret d'accueil qu'on remet à tous nos collaborateurs qui nous rejoignent. Dans les valeurs cardinales de MoMA, je prône la curiosité comme étant une des premières qualités qu'il faut avoir quand on vient travailler chez MoMA. L'esprit d'entrepreneur, l'esprit entrepreneurial et la curiosité. Donc, tout par-delà, moi je suis quelqu'un de très curieux. Je voyage beaucoup, j'aime m'intéresser, donc je lis, je regarde ce qui se fait, je découvre, j'ouvre la porte. Et voilà, et donc ça me donne des idées, ça m'inspire en fait au quotidien pour rencontrer, faire ces rencontres. En fait, quand vous êtes curieux, vous faites des rencontres, ça va toujours en fait de pair.
Et parfois, il y a des belles rencontres, des merveilleuses rencontres, et c'est ça qui donne, c'est le point de départ en fait de l'aventure. On dit tiens, j'ai envie de faire un truc avec toi, tu m'inspires. Nous, on a à peu près une réputation à peu près correcte de savoir-faire, donc la confiance se crée rapidement. Et puis après, on écrit les histoires ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez perçu au cours des dernières années, après les crises qu'on a traversées, des changements de vision? Est-ce que vous envisagez les projets différemment? Là, vous nous parlez de la création d'une idée avec la rencontre d'un chef et donc de son univers. Est-ce que maintenant, après tout ce qu'on a vécu, vous pensez les restaurants, les lieux, les expériences, voire même les business models d'une autre manière? Oui, parce qu'en fait, moi, je vis avec l'idée profondément ancrée que c'est de plus en plus dur et que la concurrence est de plus en plus dure et que le métier est de plus en plus difficile et que avec tous les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, avec la disruption des métiers de bouche, de l'alimentation, la facilité des plateformes pour venir vous livrer à domicile en 7 minutes des choses qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Ça devient tellement facile que, évidemment, que notre métier, il est potentiellement un peu en danger, quoi. Enfin, une certaine vision du métier traditionnel est potentiellement un peu en danger. Donc, moi, ce que ça a changé, ce que ça a accéléré, c'est l'idée de dire que on est en concurrence avec beaucoup d'actes de divertissement, en fait. Personne ne le théorise comme ça, mais moi, je l'ai théorisé comme ça vraiment depuis longtemps. Quand souvent on me pose la question, on me dit quels sont vos plus gros concurrents? Alors évidemment, on s'attend à se dire, tiens, à Paris, c'est Cost, je sais pas. C'est Netflix. Non, je dis pas du tout. Je dis voilà, nos plus grands concurrents, c'est le PSG, oui. C'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est Marvel. Le plus dangereux depuis quelques années, c'est Netflix. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez un abonnement Netflix et vous avez Deliveroo, vous pouvez passer une soirée géniale qui va vous coûter 12 € et en restant chez vous tranquillement au chaud. Quand en plus vous avez des administrations qui, pour le bien collectif, prennent des décisions qui entravent la mobilité, par exemple, dans Paris. Quand en plus vous avez des problèmes de sécurité. Bref, tous les obstacles, ils s'accumulent. Et donc, mais nos clients, c'est les mêmes en fait. Les hommes et les femmes, on est tous pareils. On est début de semaine, vous dites tiens, le week-end prochain, qu'est-ce qu'on fait? Jeudi soir, on a un temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma, on va au restaurant, on va au théâtre, on va regarder un match de foot. Voilà. Alors le spectacle, en ce moment, le Paris Saint-Germain est un peu moins concurrent parce que ça fait 3-4 semaines qu'ils font des mauvais matchs. Donc du coup, c'est un peu moins dangereux. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a ce raisonnement en fait, de dire on se doit d'être vraiment très fort et d'avoir une expérience à offrir qui tienne vraiment la route. Alors le mot expérience, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il est très galvaudé. Aujourd'hui, n'importe quelle marque de n'importe quel secteur va vous vendre une expérience. Genre vous allez louer une voiture, vous allez vivre une expérience. Non, bon, mais c'est toujours un petit peu. Je me méfie des grandes tendances, mais dans notre métier, c'est vraiment profondément ça, quoi. Les gens, ils achètent à un moment, ils ne viennent plus au restaurant tout simplement pour manger. Parce que si vous êtes dans cette approche-là, la concurrence, voilà, quand vous pouvez manger aussi bien pour 4 fois moins cher, de manière beaucoup plus simple chez vous, si vous n'offrez que le fait de bien manger, concurrentiellement parlant, vous êtes très mal. Vous êtes potentiellement en grand danger. Donc voilà, ce que ça a changé, c'est cette vision de se remettre en question en permanence et de dire il va falloir mettre le paquet pour attirer les clients, pour qu'ils aient envie de venir et qu'ils aient envie de revenir. Bon, c'est bien parce qu'on est dans une période charnière, mais tout ça est plein d'espoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous voudriez adresser à M. Benjamin Patou? Oui, une question. Juste là, on va vous apporter un micro. Bougez pas, il va venir de quelque part. Une question là, je ne sais pas qui doit... Ah, il est là. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé en premier pilier, j'aime beaucoup vos 3 piliers, enfin, je m'y retrouve beaucoup. Vous avez parlé de la gastronomie que vous avez citée en 1, et vous avez parlé du lieu en 2, et de la création d'un bon moment de loisirs en 3.
je voulais savoir si c'était un pur ressenti de ma part. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une vraie tendance, c'est un ressenti, hein, mais il y a une vraie tendance où le pilier 2, c'est-à-dire le lieu, prend le pas complètement sur le premier pilier. Dans le sens, aujourd'hui, on voit des restaurants marcher avec un savoir-faire en gastronomie pas terrible, mais où par contre le paquet, mais vraiment le paquet a été mis sur l'agencement, sur la déco d'intérieur, enfin c'est carrément des agences de com, comme du coup. Et je voulais savoir si ça c'était un ressenti personnel. Et ces restaurants marchent en fait. Longtemps, je sais pas, parce que c'est un phénomène assez nouveau, mais est-ce que c'est un ressenti personnel que j'ai? Est-ce que cette tendance, vous l'avez vu grandir aussi? Est-ce que vous pensez on parle de l'avenir de la restauration justement, est-ce que vous pensez que ça va s'inverser? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est justement, précisément, le manque et le besoin, la problématique que j'ai identifiée, moi, quand je me suis lancé dans ce métier. J'avais schématisé, en gros, qu'il y avait deux types de restaurants. Il y avait des restaurants où on mangeait très bien, mais on s'ennuyait, et des restaurants où on s'amusait, mais on mangeait très mal. En gros, dans les années 90, les grandes... voilà, Et je me suis dit, mais pourquoi on est condamné, finalement, à devoir mal manger si on veut s'amuser ou devoir s'embêter si on veut bien manger. Et pour dire la réponse à notre petit niveau de MoMA Group, ça a été de réconcilier les deux. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, je ne partage plus vraiment votre constat. Voilà, votre constat, il était très, 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 très vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, il est de moins en moins. En réalité, on ne peut plus prendre les clients pour des idiots, pour des imbéciles. Aujourd'hui, vous savez, il y a 70 millions de chefs cuisiniers en France. Voilà, avec les émissions de Top Chef, avec les émissions culinaires, il y a une ouverture. Donc, on ne peut plus prendre... il y a maintenant une sorte de savoir-faire, de connaissance qui s'est considérablement accru. Donc, le restaurant qui privilégie que le décor au profit, au détriment plutôt de la cuisine, c'est plus le cas. Moi, j'ai quand même le sentiment que, en tout cas à Paris, le niveau s'est considérablement élevé partout. Après, c'est subjectif. La cuisine, vous et moi, on peut prendre un plat, vous allez l'adorer, moi, je vais peut-être passer à côté au niveau émotion, et vice-versa. Donc, c'est toujours difficile de quantifier exactement. Mais moi, mon expérience consommateur, c'est vraiment de dire que le niveau a énormément, énormément progressé. Par nécessité, par éducation, par élévation voilà, d'expertise. Voilà. Il y a une autre question. Il y a une question. Ah, monsieur, il y en a plusieurs. Une question aussi là-bas de monsieur Cléolama. Bonjour monsieur, vous avez dit qu'il manquait environ 200 000 travailleurs dans les métiers de la restauration. Il y a des restaurations aujourd'hui qui ferment parce qu'ils n'ont pas de personnel. Quelle capacité, quelle volonté, quelle possibilité vous avez en tant que chef d'entreprise d'augmenter tous ces petits métiers, plongeurs, cuisiniers, serveurs et autres? Quelles sont vos possibilités réelles? Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Parce qu'après, en termes de temps, ce sera notre dernière question. Est-ce que, par rapport à ce que dit monsieur, il y a aussi des nouveaux modèles de management à réinventer, compte tenu de ces considérations et de cette difficulté-là? Alors, nous sommes dans une niche particulière concernant les pénuries de personnel et les réponses. On a la chance, l'immense chance et privilège d'avoir des belles maisons, des beaux établissements avec des chefs inspirants, ce qui fait que mécaniquement, on attire une clientèle, je dirais, qui a les moyens, qui a le pouvoir d'achat de venir chez nous, parce qu'on a des tickets moyens qui sont assez élevés, et donc qui donnent des pourboires, en fait. Je rentre un peu dans le détail, mais c'est-à-dire que nos collaborateurs, ils doublent minimum, ils doublent tous leur salaire par rapport avec le pourboire, voire même plus en fonction des maisons dans lesquelles ils travaillent. Voilà, donc nous, à notre niveau, on a augmenté environ de 15% tous nos collaborateurs là, depuis la reprise du Covid. Est-ce que c'est suffisant pour eux? Probablement non. Quand vous voyez les problèmes de logement, les problèmes de mobilité, quand à la fin des services, à 1h du matin, 1h30 du matin, les transports en commun sont fermés, comment ils rentrent chez eux?
comment ils se logent. Est-ce qu'ils se logent en banlieue? Oui, mais après, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, en fait, c'est une problématique qui est évidemment, qui n'est pas au niveau dont la réponse ne peut pas être au niveau de l'entrepreneur et de l'employeur et du restaurateur. On a notre part, évidemment, on doit contribuer, mais c'est une réflexion qui est plus large, à mon avis. Merci beaucoup. Je suis désolé s'il y a d'autres questions, peut-être qu'on pourra en parler après, mais pour nous, le chrono est écoulé. Merci Benjamin Patou, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous et votre expertise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.